La seule approche que l'on doit avoir des arts préhistoriques, de ces systèmes de représentation et de communication, la seule que l'on doit avoir, c'est d'écouter. C'est de se mettre tranquillement dans son fauteuil, derrière le divan des préhistoriques, et essayer de voir ce qu'ils nous disent. Et ce qu'ils disent à ce moment-là peut être interprété non pas avec de fausses objectivités, ce sont des chasseurs, ils vont faire la magie de la chasse, ils vont peindre un bison, ils vont le flécher pour le tuer. Ça, on voit bien que ce sont des discours qui sont convenus, complètement plaqués. Non, on va voir pourquoi celui-là a envie d'aller à la chasse et ce que ça représente pour son groupe et l'organisation de son groupe. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire une approche. On ne peut pas ne pas interpréter l'art préhistorique, mais il ne faut pas dire ou croire qu'on peut dire ce qu'il signifie. Avec des psychanalystes, des historiens de l'art, des ethnologues. On publie également dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'en multipliant des approches que l'on rend convergentes, on finit par dégager des zones éclairées et des zones d'ombre. Et les deux se renvoient la balle, c'est-à-dire qu'elles nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et c'est là où la sexualité est un lien direct que nous, hommes actuels, nous avons avec les préhistoriques. Ce qui me fascine, et ce sur quoi je travaille depuis des années, c'est le cerveau, fonctionnement du cerveau. Les comportements, à partir de ce fonctionnement cérébral, couplés aux images que chacun d'entre nous produisons sur le plan psychique. Ce que l'on appelle la représentation, c'est-à-dire comment je vois le monde. Nous tous, on peut se poser la question, quelles sont les images qui vont me venir en ce moment là-dessus? Eh bien, ceci nous vient en direct de la préhistoire, des hommes paléolithiques. C'était des gens comme nous, les fameux Cro-Magnons. Donc il n'y a pas un problème d'évolution entre eux et nous. Nous avons le même cerveau. Et leur cerveau offre ce développement de l'aire frontale, c'est précisément avec cette partie antérieure du cortex que nous construisons notre monde, nos images du monde extérieur. D'où une certaine communauté. À la limite, peu importe ce qu'ils ont voulu dire, ils ont dit. Et ça se charge de sens. C'est ça qui est très profond. Donc sur le plan cérébral, en liant les études de préhistoire, comme j'essaie de le faire avec les neurosciences, par exemple, on arrive à aller relativement loin. Et sur le plan psychique, sur le plan de la psyché, là c'est extraordinairement intéressant, parce que ce n'est pas par hasard que l'on peint un bison ou que l'on fait un rectangle. C'est-à-dire que ce sont des symboles qui signifient quelque chose. Et ils signifient pour qui? Pourquoi? Pour la société. Ce ne sont pas des hommes seuls, ce sont des hommes en société, c'est-à-dire en communication. Et là, on a toutes les clés de l'art préhistorique. Je me souviens, dans les Pyrénées ariégeoises, magdaléniennes, eh bien là, il y a des éléments sur les parois qui montrent à quel point les Magdaléniens avaient réuni, en quelque sorte, sur les parois, les acteurs d'un mythe assez extraordinaire qui rassemblait hommes, bisons, félins, chouettes, ces oiseaux qui vous regardent en face comme les félins, dans un contexte où la sexualité s'exprime très clairement avec des sexes très marqués, parfois sur ces êtres hybrides, mi-homme, mi-bison. Voilà quelque chose qui est extraordinaire, qui n'a que 13-14 000 ans d'ancienneté, c'est-à-dire c'est pas considérable, mais qui montre que déjà, il y a du mythe qui est élaboré. Du mythe, c'est donc pour le fonctionnement d'une société. C'est donc déjà tous les soubassements à des croyances, à des rapports entre les individus. C'est là, je crois, où peut mener une interprétation dynamique des arts préhistoriques, qui est dynamique dans la mesure où elle va puiser
dans ces arts préhistoriques eux-mêmes les éléments de son propre discours et elle ne va pas en imposer.